Bienvenue à la table des coups cryptiques. Cela faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo et je suis bien content de vous retrouver avec cette capsule. Un environnement professionnel un peu chargé là sur les derniers temps qui redevient maintenant gérable, donc ça me permet de consacrer du temps à ces capsules-là. Alors dans celle-ci que je tourne en pleine canicule, celle-ci si je l'attrape... je lui dirai de quel bois je me chauffe, je vais vous prodiguer une série de conseils. Alors, combien il y en aura, j'en sais fichtre rien, il n'y a pas d'ordre précis dans ces conseils que je vais vous donner, c'est véritablement, je vais essayer de faire une synthèse un peu de ce que j'ai éprouvé en partie de jeu de rôle, de ce que j'observe en partie de jeu de rôle, de ce que je considère être efficace, de ce qui l'est moins, et ça peut être des conseils de tout ordre, du petit, du gros, du moyen conseil, du conseil de jeu, avant jeu, après jeu, peu importe. Voilà, tout ça va être un joyeux foutoir, mais c'est une manière un peu sympathique, je trouve, de renouer avec vous, et puis d'envoyer des conseils, alors pour certains que vous aurez sûrement peut-être déjà entendu, ou dont vous serez emparé déjà, mais d'autres peut-être un peu moins, voire certains, je pense, qui seront peut-être à l'encontre de ce qui se dit de manière générale, mais le but est encore de vous faire part véritablement de mon expérience, de mes observations, de mon ressenti. Voilà, c'est-à-dire en gros de ma vérité, qui n'est que ma vérité, évidemment. Voilà, eh bien, écoutez, c'est parti, sans plus attendre, avec les conseils que je souhaitais vous prodiguer. Le démarrage de la partie. Souvent, j'ai pu observer que ce dernier pouvait se faire parfois de manière un peu lente, de manière un peu transitoire, c'est-à-dire qu'on va doucement quitter la réalité du monde dans lequel on est attablé avec nos copains, on évoque des sujets de tous les jours, le dernier film qu'on a vu, les dernières choses qui se sont passées dans la vie des uns, des autres, on plaisante, etc. Et en même temps, on commence à évoquer, tiens, j'avais dépensé quelques pex là-dedans, c'était qui le perso au fait qu'on avait rencontré à la fin? Ah, au fait, j'étais l'objet, moi, dans mon inventaire, c'est ça, je l'avais récupéré, il me semble. En fait, cette transition-là fait qu'on va rentrer doucement dans la partie. Je remarque, moi, qu'il est important qu'on n'y rentre pas de manière transitoire, mais finalement de manière assez non équivoque, c'est-à-dire qu'on coupe véritablement avec, je dirais, l'évocation de la vie réelle et la rentrée en partie. Tout simplement pourquoi? Parce que cela va insuffler l'énergie à la partie. Il est important que le démarrage soit fort, que vous veniez happer vos joueurs et qu'on rentre, je dirais, de manière assez ferme dans cet univers pour que on ait cette suspension d'incrédulité, je dirais, qui ne se fasse pas de manière opaque, mais qui se fasse de manière ferme, comme si on passait un portail en quelque sorte, et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Deuxième conseil qui rentre dans la lignée droite finalement du premier, comme quoi il y a une petite suite logique qui se dessine là-dedans, c'est pas plus mal, l'énergie que vous allez convoquer à vos tables de jeu de rôle. Eh bien cette énergie-là, c'est vous, maître de jeu, la plupart du temps, qui en êtes tributaire, c'est vous qui êtes en prise de parole, souvent en début de partie. Eh bien, cette énergie-là, si lorsque vous, meneur, vous êtes en prise de parole au début et que, vous êtes un peu fatigué, vous êtes dans une position, plus de repos que véritablement de communication, que votre ton, est un peu mou, l'articulation un peu molle, les intonations un petit peu molles, que vous captez pas du regard les joueurs à table, vous allez placer un rythme d'énergie assez bas, et par mimétisme, les joueurs vont se calquer sur ce rythme d'énergie-là, sur cette énergie un peu faiblarde, et sans compter que la partie avançant, inutile de vous dire que tout ça va légèrement retomber, eh bien il va falloir être attentif dès le départ à placer ce niveau d'énergie assez haut, et aussi en cours de partie sentir quand ça retombe un petit peu pour reconvoquer ça. Attention, l'énergie, à ne pas confondre avec l'excitation. L'énergie, elle est plus à placer dans l'intensité, c'est-à-dire qu'on peut être sur quelque chose plutôt d'introspectif, plutôt sur un rythme lent, pour autant avoir beaucoup d'énergie parce qu'on est dans l'intensité de ce que l'on est en train de jouer, par la posture que l'on a, les propos que l'on tient, le regard que l'on va adresser aux joueurs. Donc soyez attentifs à ça, c'est très important pour que vos parties, véritablement, restent captivantes de bout en bout, et ça tient beaucoup aussi au démarrage. Comment circule la parole à la table de jeu? C'est un vrai sujet, ça mériterait presque une vidéo à part entière pour moi. La plupart du temps, le meneur va poser une situation et va s'adresser à la table en disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Et ce qui va se passer, c'est que vont intervenir ceux qui sont le plus à l'aise, le plus aguerris avec la prise de parole, dire ce qu'ils font,
et le meneur va souvent se laisser emporter dans la résolution de ce qu'ils font, voire continuer à échanger avec ce joueur-là sur tiens, le rebond de ce qu'ils font et la résolution de cette action-là, de sorte que va s'installer un échange entre le joueur et le meneur qui aura fait avancer le temps, qui aura fait avancer les actions réalisées, sans que d'autres joueurs n'aient pu intervenir. Et souvent, il est difficile au joueur qui n'a pas pris la parole dès le départ, souvent parce qu'il est peut-être un petit peu moins à l'aise avec la prise de parole ou qu'il a besoin de plus de temps de réflexion pour agir, il hésitera des fois à intervenir en cours pour dire « à ce moment-là, j'interviens et je fais ça ». Donc, on se rend compte que c'est pas souhaitable. Ça mène à des parties un petit peu déséquilibrées, ça mène à des parties où des joueurs vont être satisfaits, d'autres seront beaucoup moins intervenus. C'est pas réel, quoi. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, ça paraît un peu scolaire, mais je peux vous assurer que c'est très efficace. Enfin, moi, je trouve que c'est très efficace. C'est quand vous posez un contexte, ne pas dire « qu'est-ce que vous faites », mais « qu'est-ce que tu fais ». Je préfère de loin le « qu'est-ce que tu fais » à le « qu'est-ce que vous faites ». Le « qu'est-ce que tu fais », de droite et de gauche, vous prenez pas la tête. Tiens, Bernard qui est à gauche, qu'est-ce que tu fais? Sylvie, à droite, qu'est-ce que tu fais? Récolter les intentions des personnages, passer ensuite dans la résolution de ces actions en fonction de la logique de ce qui a été exprimé, et après, on repart sur une nouvelle situation et une expression encore en tour de table de qu'est-ce que l'on fait. Alors ça paraît un peu scolaire, ça ne marchera pas forcément pour toutes les situations, je vous le concède, même si ça marche assez souvent, mais essayez tout le temps de, je vous dirais, de vous calquer dans ce moule-là, peut-être pour mieux vous en départir après, parce qu'avec l'habitude, cette manière de jouer va peut-être naturellement s'imposer dans votre groupe, de sorte que vous n'aurez plus forcément besoin de, je dirais, d'être aussi scolaire dans cette répartition-là, mais cette répartition-là, qui peut paraître scolaire, elle a beaucoup d'avantages. Déjà, elle permet d'avoir du rythme dans vos parties, parce que vous n'allez pas récolter une action, mais vous allez récolter 4, 5, 6 réactions à une situation, ce qui sera beaucoup plus riche en matière de narration sur ce qui va se passer. Ça permettra de créer des situations plus complexes aussi, avec parfois des choses qui vont se rejoindre, d'autres qui vont se choquer. Lorsqu'un personnage fait une action, l'autre fait une autre action, qui vont se télescoper, c'est très intéressant. Et ça permet aussi d'avoir un juste équilibre de cette circulation de la parole à la table, avec des joueurs qui sont plus à l'aise avec cette prise de parole et d'autres qui le sont moins. Donc véritablement, moi j'y vois que des avantages, même si ça paraît scolaire, je vous invite à tester ça. Oubliez qu'est-ce que vous faites, passez au qu'est-ce que tu fais à tour de rôle. Je pense qu'il faut éviter les descriptions à rallonge, trop verbeuses, trop chargées en détails, surtout lorsque l'on fait ces présentations-là d'un bloc. C'est un défaut que je peux avoir moi. En fait, les joueurs perdent en attention, on lâche un petit peu, on perd en rythme, on perd en interaction. Le mieux, et ce qui est encore plus réaliste et même plus intéressant aussi finalement, c'est lorsque vos joueurs arrivent dans un environnement, une situation nouvelle, de dessiner, d'écrire cet environnement dans les grandes lignes. Voilà, qu'est-ce qu'on perçoit par ses sens de cet environnement-là, qu'est-ce qui attire au premier regard, qu'est-ce qui captive au travers peut-être de l'odorat, de l'ouïe, de ce que l'on voit, et ensuite on va rentrer dans les couches de détails. Ne vous en souciez pas, vous aurez l'occasion d'exprimer ces détails-là, tout simplement parce que vos joueurs vont interagir avec ce décor, se rapprocher de certains éléments, interagir plus spécifiquement avec certains éléments ou d'autres, et à ces moments-là, eh bien, vous pourrez injecter des doses de description supplémentaires. Cela permet, si vous voulez, de distiller votre description tout du long, et c'est beaucoup plus intéressant pour garder vos joueurs attentifs, parce que comme vous ne leur avez pas tout livré d'un bloc, c'est dans l'échange que vous communiquez des informations importantes avec eux. Du coup, l'échange est beaucoup plus attentif côté joueur avec vous, puisque vous n'avez pas tout lâché d'un bloc. Vous voyez? Donc je vous invite véritablement à distiller. Alors ces jets de dés ou ce tirage de cartes, peu importe, bref, devant, derrière l'écran, c'est peut-être mieux derrière, comme ça, je peux un peu ajuster les résultats pour que ça reste trépidant, pour que l'histoire aille dans le sens que j'ai imaginé, patata patata patata. Tout ça on oublie. Hein. Alors le pire de tout, c'est je fais mes jets derrière l'écran, mais rassurez-vous, je triche pas. Hein, c'est vraiment les résultats que je vous donne. Hein. Bullshit, mon gars, fais-les devant nous, frérot. J'ai envie de te dire. Alors pourquoi je suis assez sans concession là-dessus? Parce que je trouve que ces résultats-là doivent se faire au vu et au su de tous, et dans l'idéal, avec dès le départ les enjeux. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je risque? À partir du moment où j'ai ces informations-là, je dirais que l'intensité est maximale en tant que joueur, et l'implication est totale.
Parce que si je cache ces GD-là, si le maître de jeu dans l'ombre peut un peu ajuster les résultats, ça envoie quoi comme message? L'univers est carton-pâte. Tes réussites, joueurs, ne sont pas tout à fait tes réussites. Tes échecs, joueurs, ne sont pas tout à fait tes échecs. Qui dit que l'orque que tu as combattu ne s'est pas couché au 4e round pour les besoins du scénario et que dans l'ombre, le MJ lui a versé un petit backchiche pour lui dire « Merci mon orque, grâce à toi, mon héros a pu vaincre et avancer dans l'histoire. » Mais moi, j'ai pas envie d'être ce héros-là. Voilà, j'ai pas envie d'être le gars qui a avancé dans l'histoire parce qu'un orque s'est couché parce que le MJ lui a balancé un backchiche. Non, du tout. Alors, je suis assez, je dirais, assez ferme là-dessus, parce que je trouve qu'on perd énormément. On perd énormément à vouloir cacher ces résultats-là pour le soi-disant bon déroulement de l'histoire. On perd l'intensité, on perd la crédibilité du scénario, on perd aussi finalement les aléas dans lesquels l'histoire peut nous mener en fonction de ses échecs et de ses réussites. Ça peut nous mener dans des terrains effectivement peut-être pas prévus, mais qui sont des fois bien plus intéressants. Et d'ailleurs, tout scénario qui base, je dirais, sa résolution sur la réussite d'un GD, vous oubliez, ou alors vous corrigez. C'est pas envisageable pour moi. Dans le prolongement direct de ce que l'on vient d'évoquer, l'échec n'arrête jamais l'histoire. L'histoire continue de toutes les manières. Dans la vie de tous les jours, il nous est tous arrivé d'avoir un rendez-vous important. Mon véhicule tombe en rade à ce moment-là. Personne n'arrive pour dire « rideau, on plie, on remballe le décor, terminé, on terminera demain ». Non, l'histoire continue. Et souvent d'ailleurs, il va se raconter des choses très intéressantes à ce moment-là, parce qu'on sort peut-être de ce que l'on avait prévu, de ce qui était peut-être le plus probable, de ce qui était le confort, de ce qui était la projection de tout un chacun. Eh ben non, finalement, on va devoir raconter autre chose. L'idée, c'est évidemment en amont de pouvoir déjà dans la construction des histoires, ou dans les histoires que l'on va s'accaparer, identifier ces moments-là où, quand l'échec va intervenir, quelles autres solutions peuvent se présenter aux joueurs, de manière à être peut-être moins dans l'improvisation. Mais en aucun cas, l'histoire ne doit s'arrêter. Et cette part d'improvisation dans laquelle vous allez rentrer, vous allez voir que finalement, elle est très intéressante, et que vos meilleurs moments de jeu de rôle, souvent, vont tenir à ces moments-là, à ces moments où, finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et de toute façon, une histoire, ça n'est que ça. Une histoire où tout se passe comme prévu n'est pas une histoire. D'accord ? Vos héros subissent des péripéties. C'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une adversité, il y a une opposition, quelque chose qui les empêche d'atteindre un résultat qu'une histoire se raconte. Donc l'échec est le creuset même de l'histoire que vous êtes en train de raconter. Et une histoire peut être une série d'échecs. Une série d'échecs peut raconter une très belle histoire. Moi, j'ai vécu une belle histoire de jeu de rôle en tant que joueur avec un personnage qui échouait tout. Et ça racontait quelque chose d'extraordinaire finalement. Donc en tout cas, voilà, l'échec n'arrête pas l'histoire. C'est vous, maître de jeu, qui décidez de l'arrêter, et vous en êtes complètement libre, mais l'histoire, elle continue. C'est juste à vous d'imaginer comment elle va se dérouler maintenant qu'on sort des sentiers battus. L'immédiateté dans votre propos, dans votre narration, ça a l'air d'être un détail, mais c'est important, notamment dans les scènes qui se veulent rythmées. J'ai fait une vidéo qui parle de ça, le « tu vois que tu », parce que effectivement, on a tendance à l'utiliser, et moi le premier, à toutes les sauces et tout le temps. Alors déjà, ça inscrit une petite musique, une répétition qui n'est pas forcément agréable, dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui est un peu usante, et qui n'est pas favorable à, effectivement, au côté trépidant de certaines scènes. Alors quand le rythme est un peu lent, le tu vois que, tu sens que, etc., pourquoi pas, mais c'est vrai que ça va être d'autant plus important quand on est dans une scène trépidante. Tu as l'impression que il ne croit pas forcément à tes paroles, nanana, non. Il te regarde d'un air dubitatif. Point. Vous voyez, j'ai pas dit, tu vois que une odeur de poudre. Voilà, tu sens que une odeur de poudre envahit le champ, nanana. Non, pareil, pas souhaitable. Un échange de coups violent, un coup de feu retentit. Voilà, pas tu entends. Voilà, tous ces éléments-là, c'est des petites allocutions. Alors, elles viennent naturellement, tout simplement parce qu'elles permettent de réfléchir avant d'entamer son propos. Mais si, je dirais, à la limite, on peut se départir du tu vois que pour parler un peu moins vite, ce qui n'est pas mon cas, vous avez vu, c'est un défaut que j'ai aussi, on peut le mentaliser finalement pour après n'adresser la parole que pour suggérer l'immédiateté. Hein. L'orque te charge, hache entre les épaules. Qu'est-ce que tu fais? Et pas tu vois l'orque qui te charge, voilà. Voilà. Ça fait, on est d'autant plus dans le présent, on est d'autant plus dans quelque chose qui saisit à partir du moment où on va se départir de ces petits préambules là qui sont pas nécessaires dans nos descriptions.
La narration partagée. Alors on y est nécessairement, à partir du moment où, je dirais, l'histoire est collaborative, vos joueurs, par leurs actions, par leurs décisions, vont aussi narrer, raconter, je dirais, le déroulement de l'histoire. On entend par narration partagée le fait qu'on aille un peu plus loin, c'est-à-dire que les joueurs aient aux prises quelque chose et une prise sur l'univers qui n'est normalement pas à la portée de leur personnage. Voilà, à partir du moment où on rentre sur quelque chose qui n'est plus de la portée de leur personnage et où les joueurs vont être amenés à être un petit peu MJ en quelque sorte dans l'espace qu'on va leur réserver à ce moment-là, moi je trouve que cette narration partagée-là, elle peut avoir pour défaut quand même de casser la crédibilité d'un univers. Puisque moi, joueur, finalement, je me suis rendu compte que j'appréciais pas forcément trop qu'on me dise et qu'est-ce qui se passe là sur des éléments qui ne me concernent pas, moi, mais qui concernent véritablement l'univers dans lequel j'évolue et sur lequel je ne suis pas censé avoir de prise. Là, je trouvais que moi, encore une fois, je parle que de mon expérience, c'était un terrain que j'avais pas envie d'investir parce que ça me sortait de la crédibilité de cet univers-là. Puisque si finalement cet univers-là, je ne le subis pas tel qu'on subit tout un chacun l'univers qui est autour de nous, même si avec nos forces, nos atouts, on va, je dirais, le modeler, pour autant, je trouve que c'est dépassé sortir de mon personnage. Et me sortir de mon personnage, finalement, c'est pas ce que j'attends. Donc, effectivement, cette narration partagée-là, pour ma part, alors peut-être j'évoluerai sur ce sujet-là, mais je considère qu'elle n'est pas à investir forcément partout, mais il y a quand même des espaces de narration partagée que je trouve intéressants, à partir du moment où c'est véritablement assez personnel, comme par exemple, tiens, un joueur retourne dans sa maison d'enfance, eh ben, il nous décrit sa maison d'enfance, il nous décrit sa chambre, décris-nous comment sont tes parents. Bon, ça c'est hyper intéressant parce que ça investit finalement le joueur, je dirais presque dans la création de son personnage. On est un peu comme si on était en train de créer son personnage alors qu'on est en jeu quelque part, on apprend des choses de lui. Dans ce cadre-là, ça me va très bien. Un autre cadre aussi que je trouve très intéressant de narration partagée, c'est notamment dans le cadre du combat ou des interactions, je trouve intéressant qu'un joueur puisse s'emparer d'un environnement qu'on vient de lui décrire pour y ajouter des choses. Voilà, un combat a lieu par exemple dans une usine désaffectée, je ne vais pas décrire le moindre tuyau, je ne vais pas décrire tous les éléments qu'il y a dans cette usine. Par contre, j'invite les joueurs, moi, à compléter cet environnement-là, à se servir de l'environnement et à être force de proposition. Je tire dans un tuyau avec mon arme pour créer un geyser de vapeur qui va aveugler mon adversaire. Super, j'ai effectivement pas dit qu'il y avait un tuyau de vapeur à cet endroit-là, mais évidemment que c'est hyper intéressant que les joueurs investissent cet environnement-là. Et je les invite à le faire, je l'explique même, je le verbalise dès le départ en leur disant, voilà, vous allez interagir avec des éléments que vous allez me créer. C'est ce qui fait que l'environnement existe dans les combats, et que c'est pas simplement du décorum que l'on a posé au départ. Donc vous voyez, cette narration partagée-là, dans ces champs-là, je la trouve intéressante. Par contre, dans les champs où le joueur va, je dirais, prendre les manettes, prendre le contrôle d'un univers dans lequel il est censé évoluer, mais pas qu'il est censé maîtriser, je trouve que ça me sort, moi en tout cas, ça me sort, et les joueurs avec qui j'ai pu en discuter, pour les coups, ça les sort finalement un petit peu de l'immersion. Donc voilà ce qu'il en était concernant mon avis sur la narration partagée, donc je vous inviterai à l'utiliser, mais pas tout le temps, en situation de combat ou de confrontation, pour avoir un cadre un peu plus large, une course-poursuite, une joute verbale, peu importe. Un jet de dés n'est pas un coup, n'est pas un argument, n'est pas une manœuvre. Un jet de dés, ça va être une série de choses, une série d'événements, et c'est ce qui rendra vos combats plus intéressants et plus dynamiques. Effectivement, si un jet de dés, c'est un coup porté, on va considérablement distendre notre temps, on va considérablement perdre en intérêt dans le combat, et décrire un coup porté, je prends l'exemple du combat parce que c'est ce qu'il y a de plus classique, c'est pas aussi intéressant que de décrire une passe d'armes. Dans une passe d'armes, il y a place à la narration, il y a place à une évolution. Donc essayez d'aller plutôt vers des systèmes qui ont cette manière-là d'aborder le combat, où le jet de dés n'est pas le coup porté, mais le jet de dés est plutôt la passe d'armes. Ça rendra vos combats plus trépidants, plus intéressants, et beaucoup plus narratifs finalement. Je trouve que une passe d'armes, un jet de dés, au sortir de ce jet de dés-là, on doit se retrouver dans une situation
qui ne doit pas être équivalente à celle dans laquelle on était au départ. C'est-à-dire le fait qu'un adversaire prenne le dessus sur l'autre, le fait que le combat se déplace dans cet environnement-là. C'est important qu'on ne soit pas dans la même situation au second round, quelque sorte, qu'au round précédent, tout simplement parce que sinon, on a rempli du vide, on raconte pour rien. Donc voilà, donc pensez à cela, essayez de faire qu'un jet de dés, ce soit une passe d'armes, et finalement un combat devrait se résoudre avec quelques passes d'armes intéressantes, mais sûrement pas au détail coup par coup, parce que sinon là on confronte 2 tableaux Excel, et puis on fait des jets de dés sur un ordinateur, et puis terminé, et ça n'a strictement aucun intérêt, évidemment. L'équilibre du temps de parole, la répartition de ce temps de parole entre l'EMJ, les joueurs. Alors on entend plusieurs choses là-dessus. Il y en a qui estiment que c'est tout à fait normal, que le meneur parle plus que les joueurs. Il y en a qui considèrent que le temps de parole doit être équitable entre l'un et l'autre. Eh bien, je vous dirais pour ma part que faux débat. Faux débat parce que finalement, ce temps de parole-là, en tout cas, moi je trouve que ça dépend considérablement du moment dans lequel on est dans la partie, et je vous dirais même du type de partie dans lequel on est. Le temps de parole, au début du scénario, le fait que le meneur parle beaucoup, je dirais c'est souhaitable. Si le meneur parle assez peu et très tôt vous dit « qu'est-ce que vous faites ?», pour moi c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant parce que c'est comme si on vous faisait rentrer dans une pièce vide et on vous dit « qu'est-ce que tu fais ?» On fait rentrer un gamin dans une chambre, il n'y a pas de jouet, on n'a rien posé et on lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» Aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'en début d'une partie, ce soit quelque part un peu le meneur qui monopolise, même si ça doit rester, je dirais... dosé et que très vite il doit inviter les joueurs à prendre des décisions, ça je suis complètement d'accord, mais son temps de parole, même si il va faire le ping-pong, quand il va prendre la parole, ça va prendre plus de temps que effectivement les réactions que vont avoir les joueurs. Ça, ça me paraît tout à fait évident dans le sens où le meneur va poser un cadre, il va poser un environnement de jeu. En gros, il va vous donner de quoi jouer. C'est-à-dire vous dire qu'est-ce que vous faites alors que le meneur n'a pas posé une situation, n'a pas posé des enjeux, n'a pas posé des personnages, n'a pas posé un environnement, des forces, une tension, peu importe. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on va limiter vos choix, bien au contraire. C'est-à-dire que le meneur se doit au début finalement de vous donner de quoi jouer. Vous êtes un enfant qui rentre dans une chambre, et moi, meneur, je me dois de vous donner des caplas, des Lego, des jouets, pour que vous puissiez vous raconter une histoire avec ces jouets. Voilà, si je vous donne pas de jouets, vous pouvez pas raconter grand-chose. Donc te dire qu'est-ce que tu fais alors que je ne t'ai pas donné d'éléments, ça n'a aucun intérêt. Donc ce temps de parole-là, effectivement, même s'il se doit d'être équilibré, il le sera davantage en milieu et fin de partie, puisque là, je dirais, on aura suffisamment d'éléments pour pouvoir jouer entre ce que le meneur de jeu aura posé, ce qui se sera passé, et ce que les joueurs auront apporté. Et là, effectivement, la parole se fera beaucoup plus équilibrée. Donc voilà, temps de parole, vous ne stressez pas avec ça, il est tout à fait normal qu'en début de partie, vous parliez plus que vos joueurs, tout simplement parce que vous installez des choses, et c'est important que vous puissiez installer des choses, et d'ailleurs vous verrez qu'un scénario, à mon sens, qui est bien écrit, c'est un scénario qui, dès le départ, va peut-être être assez littéraire, poser des choses, une introduction, et au fur et à mesure que l'on va avancer dans le déroulement de ce scénario-là, et moi dans la préparation de mon scénario, j'écris de moins en moins de choses. Pourquoi j'écris de moins en moins de choses ? Tout simplement parce que mes joueurs auront mis leur grain de sel. Donc où on en sera à 3-4 heures de jeu, une fois qu'il se sera passé 3, 4, 5 scènes différentes qui auront fait évoluer le scénario, j'en sais rien. Et cela va de suite ouvrir sur la manière dont on va pouvoir préparer notre scénario, donc le conseil qui suit. L'écriture, la création d'un scénario. Je vise bien là la création, pas forcément la préparation d'un scénario du commerce. Je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'écriture d'un scénario de bout en bout. Voilà, où je vais me retrouver avec moult détails, où je vais imaginer tous les embranchements possibles et inimaginables, de manière à être préparé sur tout, parce que, oui, sur le papier, vous serez préparé sur tout, sauf que votre scénario, il ne va pas se passer sur le papier, il va se passer à une table, en interaction avec les joueurs, qui, vous verrez, malgré tout ce que vous avez écrit, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les développements,
vont avoir tendance à partir je dirais, dans des directions qui n'étaient pas forcément celles prévues, même si vous pensiez avoir tout prévu. C'est assez classique, je dirais, pour ceux qui pratiquent le jeu de rôle, que d'avoir cette sensation-là. Le mieux est de raisonner en termes de setup, de situation. Je vous invite, moi, à véritablement, pour le coup, même si je suis plutôt adepte des scénarios bullet point, où je dirais, je vais mettre des points avec des environnements, des enjeux, du champ lexical, des choses dont je puisse m'emparer au premier contact visuel, en quelque sorte, et avoir véritablement, je dirais, un mode de rédaction de qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font rien. C'est un peu toujours ce que j'ai en tête quand je rédige mon scénario. Pour autant, je vais rédiger le départ. Je vais rédiger le point de départ du scénario. Pourquoi ? Parce que c'est ce dont quoi on va partir, les enjeux, d'où l'on part, quelle est la situation. Et ça, pour le coup, vos joueurs n'interviennent pas là-dedans. Vos joueurs ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Ils vont rentrer dans cette histoire-là. Mais vous, là où vous avez le pouvoir total, c'est véritablement à cet endroit-là où les joueurs ne sont pas encore en interaction. C'est dans cet environnement-là que vous allez pouvoir rédiger, que vous allez pouvoir, et je vous invite à le faire, là pour le coup, être versé un peu dans la littérature, même si je vous invite à pas forcément lire le truc, mais plutôt à le transmettre. N'hésitez pas, cette partie-là, effectivement, à bien la travailler. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, ce qu'il est important surtout de décrire, c'est surtout quels sont les personnages de cette histoire, qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font rien, et pour cela il est important de bien connaître vos PNJ, et vous n'avez pas à imaginer quelle serait, je dirais, à écrire quelle serait leur réaction dans toutes les situations possibles et imaginables. Gagnez du temps, écrivez simplement comment ils sont, de quoi ils sont faits, c'est-à-dire quelles sont leurs ressources, comment ils pensent, quels objectifs ils veulent atteindre, quels qu'ils connaissent de ce qui se passe et de ce que les joueurs font pour s'opposer à eux. Et là, je dirais, vous pourrez faire réagir vos personnages non-joueurs de manière très crédible, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, parce que vous connaissez leur psyché, leurs moyens, leur manière de se comporter, comment ils réagissent. Donc je vous inviterai plutôt à préparer ça, à préparer effectivement de l'environnement, à préparer du décor, du champ lexical autour de ça, des mots voilà, qui sont évocateurs pour vous aider à bien, je dirais, à bien décrire, à donner des descriptions intéressantes, et pourquoi pas des petites scènes de la vie courante, des choses qui ne sont là que pour donner matière à votre univers, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas forcément d'impact dans l'histoire, mais qui sont tout simplement là pour donner une couleur. Voilà. Si vous préparez déjà cela, sans savoir véritablement vers où le scénario va vous mener, eh bien, vous avez de quoi faire votre partie. Et encore une fois, n'écrivez pas tout. C'est-à-dire que votre histoire, à un moment donné, au bout de 3-4 heures de jeu, elle va s'arrêter, et puis vous construirez la suite et vous écrirez la suite sur la base de ce qui s'est construit et raconté à table lors de ce premier scénario-là. Donc ça fait un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, vous rédigez beaucoup sur la situation de départ, et au fur et à mesure de l'avancée, je dirais vous êtes plus dans la projection d'environnement, la mise en place de personnages un petit peu forts, de manière à ce que vous puissiez faire réagir ces personnages et décrire ces environnements que vont explorer les joueurs de manière crédible. Voilà, donc vous avez juste besoin de ça. Et plus on va aller loin en se projetant dans l'histoire que vous voulez raconter, moins vous allez écrire parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer, puisque vos joueurs, eux, doivent être le grain de sel dans cette histoire. C'est eux qui vont la raconter avec vos réactions à table. Donc ça, vous ne l'écrivez pas, vous n'avez pas matière à l'écrire. Et si vous l'écrivez, c'est un piège dans lequel vous tombez, parce que vous commencez non plus à préparer une partie de jeu de rôle, mais à écrire une histoire. Et là, c'est pas forcément la bonne direction. Autre élément fondamental à ne surtout pas négliger, l'implication, la motivation. C'est d'ailleurs le problème de bon nombre de scénarios du commerce qui sont préparés de telle sorte que n'importe quel personnage créé par n'importe quel joueur puisse rentrer dans l'histoire. Eh bien, on va un peu balayer ça d'un revers de la main, ou alors avec quelques lignes, ou tout simplement prendre je dirais la motivation basique de y a de l'or. Voilà.
Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut être, je dirais, très attentif à cela et l'implication de vos joueurs. L'émotion dans vos histoires, le fait que les joueurs à table s'investissent véritablement va beaucoup aussi tenir à ça. C'est-à-dire, comme dirait l'ami Lestat, il faut que ce soit viscéral. Pourquoi ils vont aller au village de Grimsby? Eh bien, peut-être parce que ils ont une vengeance à accomplir, une dette à recouvrer, une tante à sauver, voilà, peu importe. En tout cas, cette motivation, elle doit être là et elle doit être personnelle. Et elle n'a pas besoin d'être la même pour tous les joueurs. C'est même très intéressant d'ailleurs si elle est un peu différente parce que peut-être qu'à un moment donné, tout ça peut se télescoper, voire même rentrer un petit peu en conflit. Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, gardez à l'esprit que quand vous allez créer votre scénario, il est important de passer du temps sur savoir quels personnages vont être propulsés dans ce scénario-là, et du coup, il vous faut ces personnages-là, et je dirais un peu leur background, ce que veulent jouer vos joueurs, pour que vous puissiez vous faire un lien étroit et émotionnel avec l'histoire que vous allez leur développer. Et quand vous allez prendre un scénario du commerce, préoccupez-vous de ça. Le scénario, lui, ne le fera pas, ou alors de manière un peu lapidaire. Il va falloir vous emparer de ça. C'est, mon avis, un passage obligé pour véritablement impliquer les joueurs émotionnellement dans l'histoire que vous allez raconter ensemble. Je vous invite en cours de partie à être vigilant et éviter ce que j'appelle moi le gras. Oui, je ne suis pas très bien placé pour en parler, peut-être. Le roleplay dinette aussi, certains l'évoquent comme cela. C'est-à-dire ces moments où finalement l'histoire n'avance plus. Ce qui est en train de se jouer ne sert plus à raconter des personnages, des enjeux, à faire progresser le récit. On rentre dans une espèce de truc où on va être dans le confort d'une situation qu'on va étirer en longueur au risque de l'épuiser. C'est comme une blague qu'on raconte, elle fait rire, et puis on tire un peu dessus parce qu'on dit tiens, c'est agréable, là, les gens rigolent, ça se passe bien. Oui, mais en fait, à tirer dessus, on risque tout simplement d'en perdre la substantifique moelle, de la délité. Et on peut tomber assez facilement là-dedans par confort, parce qu'en tant que meneur, on se dit tiens, les joueurs sont en train de faire un truc là qui n'était pas prévu dans l'histoire, et finalement ils ont l'air de passer un bon moment, ils rigolent entre eux, alors c'est sûr, on se demande finalement qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire. Alors souvent quand on arrive dans cette situation-là, c'est bien souvent que ce que vous leur avez proposé n'était pas assez captivant, et qu'ils ont trouvé plus amusant de faire ça. Donc là, je dirais, tant pis, vous composez avec ça, mais ce sera important d'être vigilant sur cet élément-là et se poser, peut-être, en raisonnant avec les conseils que je vous ai posés tout à l'heure, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'implication? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'histoire un petit peu trop fermée, dans laquelle mes joueurs se disent, ouais, de toute façon, c'est un peu préécrit, tout ça, j'ai pas l'impression d'avoir une véritable prise dans l'histoire ou d'avoir véritablement de choix impactants. Donc les joueurs risquent de se détourner finalement de peut-être ce que vous aviez envisagé pour aller faire ce que j'appelle moi du roleplay dinette, faire des trucs qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas forcément leur place au départ, et qui pour autant peut être très amusant. Voilà, mais s'ils vont là-dedans, c'est souvent que ce que vous avez proposé n'était pas captivant. Donc pour, je dirais, éviter ça, essayez dès le départ que ce soit captivant, en tout cas. Et s'ils rentrent là-dedans, ou si vous-même vous tombez là-dedans, essayez de l'éviter. C'est-à-dire qu'une scène, une fois qu'elle a transmis quelque chose, c'est-à-dire que toute scène doit avoir dites-vous que toute scène doit faire avancer. Elle doit raconter quelque chose. On doit se retrouver dans la scène suivante, dans un environnement, un contexte, quelque chose de différent, une situation différente de celle que l'on était avant cette scène. Si on se retrouve, c'est-à-dire que la scène que l'on vient de jouer, on pourrait s'en départir et finalement on raconterait la même chose, eh bien c'est que vous avez fait du roleplay dinette. Voilà. Donc ça peut être important. Alors des fois, attention, il y a le faux ami roleplay dinette, c'est-à-dire qu'un échange entre deux personnages dans lequel ils vont sympathiser alors qu'ils ne se connaissaient pas, se livrer l'un à l'autre, c'est pas du roleplay dinette. Parce qu'au sortir de ces scènes-là, ces deux joueurs vont avoir un rapport amical qu'ils n'avaient pas forcément avant, ou peut-être avoir, je dirais, une lecture du personnage avec lequel ils évoluaient en cours de voyage différente,
tiens, finalement, ce guerrier-là, il est touchant, il a une famille comme moi, tiens, finalement, il a vécu un trauma équivalent à moi, il a perdu un être cher, lui aussi. Là, ça n'était pas du roleplay dinette. Mais une fois que je dirais que ça s'est raconté, paf, on passe à la scène suivante. Donc n'oubliez pas qu'en tant que meneur, vous êtes garant de ce rythme-là souvent, et quand vous voyez que ce roleplay dinette s'installe, eh bien vous passez à la scène suivante, et franchement, des fois, on pourra se dire « Oh, c'est dommage, c'était confortable, j'aurais bien aimé y rester un peu plus », mais dites-vous bien que ce qui est confortable n'est pas forcément ce qui est souhaitable. Et bien souvent, sortir de cela, c'est important pour que, au global, on ait une histoire rythmée, et finalement, on vous dira merci que d'avoir, je dirais, un peu bousculé les choses et fait avancer tout cela. Voilà. Mais vos joueurs vont être attentifs aussi à cela dans la manière dans laquelle vous allez jouer. Si vous-même, vous êtes attentif au roleplay dinette, ben, il y a je dirais un phénomène de mimétisme qui va s'installer, et vos joueurs aussi vont sentir quand ils vont rentrer dans le roleplay dinette et essayer d'en sortir, et vous verrez que du coup, vos histoires seront beaucoup plus rythmées et trépidantes. Le cliffhanger, hyper important. Il est hyper important d'une partie sur l'autre. L'idée, c'est que vos joueurs aient envie de revenir. Donc pensez séries télévisées, pensez à toutes ces séries où à un moment donné, à la fin de l'épisode, vous n'avez qu'une envie, c'est de regarder l'épisode suivant. Pourquoi ? Parce qu'on a posé une situation avec un enjeu fort et qu'on ne l'a pas résolu. Eh bien, faites exactement la même chose pour vos scénarios. Tout simplement parce que cela permettra de garder l'adrénaline, de garder la motivation jusqu'en haut. Et je vous dirais même en cours de partie, quand le groupe se scinde en deux et que vous avez deux situations à résoudre, abusez de cela, c'est-à-dire décrivez ce qui se passe avec un premier groupe, hein, vous avez 4 joueurs à table, il y a 2 joueurs qui sont partis de leur côté faire quelque chose, décrivez ce qui se passe, enfin décrivez, vous voyez, lapsus révélateur, jouez, parce que vous n'êtes pas là pour décrire, vous êtes là pour jouer avec ce groupe-là, et en tout cas interrompez l'action au moment où il y a une résolution importante qui doit se faire pour basculer sur l'autre groupe et continuer cet autre pan de l'histoire avec eux. Et vous faites comme ça, voilà, sans jamais rien résoudre, en tout cas au moment où la résolution s'installe, on doit être toujours voilà, sur un pic de motivation, on n'arrête jamais en résolution. Le seul cas où vous arrêtez en résolution, c'est quand vous êtes à la fin de l'histoire ou à la fin de la campagne. Donnez un sens à tous les éléments de votre histoire. On voit un objet, un personnage, une situation, il faut qu'à un moment donné, ça ait son impact dans l'histoire. C'est un peu le fusil de Tchekhov, en quelque sorte. On est au début d'un film d'horreur, d'accord ? Une jeune fille tombe en panne sur la route, elle rentre dans un diner et on se rend compte qu'il y a un fusil au-dessus du comptoir, voilà, sur la cheminée. Bon, on peut être sûr qu'à la fin du film, ce fusil, elle va s'en servir pour peut-être zigouiller le zombie qui lui court après, ou peu importe. En tout cas, alors c'est pas forcément facile, hein, là on rentre dans la haute voltige de la mastery peut-être, mais c'est très intéressant si vous voyez poindre ces fusils de Tchekhov, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'improvisation, ou peut-être dans l'échange qui va se faire entre vous et les joueurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a, vous allez semer un détail, une situation, un personnage, qui à un moment donné va avoir un petit rôle, en tout cas va intervenir, surgir dans l'histoire, essayer de lui réserver un sort, de faire qu'à la fin de l'histoire, ça ait eu un sens, que ce personnage-là ait été croisé, que ça ait eu un sens, que cet objet se soit trouvé là à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire c'est hyper intéressant et c'est hyper jouissif que d'avoir semé des personnages, des situations, des rapports, des enjeux, des discussions, peu importe, qui peuvent paraître anodins ou de l'ordre du détail au début, au milieu de votre scénario, et qui, dans le déroulement à un moment donné, paf, vont ressurgir et prendre une importance, pas forcément capitale, mais en tout cas avoir son rôle dans l'histoire. Une photo, un document, quelque chose qui était de l'ordre du détail. Tiens, je vous prends un exemple. Scénario que j'ai fait jouer, Vaesen. Vous irez voir le jeu de rôle, peu importe. Un des personnages va à la rencontre d'un bûcheron qui est en train de débiter, d'un aubergiste qui est en train de débiter du bois à l'extérieur de l'auberge. À un moment où ce personnage-là arrive, il plante la hache dans la souche et vient discuter avec lui. Au cours de leur échange, un corbeau vient se poser sur la hache.
je raconte ça de manière innocente, comme si c'était dans le flot de la description pour donner une couleur locale. Sauf qu'en fait, ce corbeau-là, il se trouve que c'est une sorte de familier d'un cavalier sans tête qui lui permet de voir, et ce cavalier sans tête va s'emparer de cette hache. Et ce corbeau va être les yeux du cavalier sans tête qu'ils vont affronter au cours du scénario. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le scénario, du coup vous êtes un peu spoilé si vous souhaitiez aller le voir sur la chaîne. Mais voilà, vous avez vu, détail, voilà, un corbeau qui se pose sur une hache plantée dans une souche. Voilà, bon, les joueurs sont passés à côté, et puis au fil de l'histoire, ça résonne en fait, ce corbeau, c'est pas n'importe quel corbeau, cette hache, c'est pas n'importe quelle hache, ça va être la hache d'ailleurs qui va disparaître, et qui d'ailleurs, quand elle va disparaître au moment du meurtre, va attirer les soupçons aussi sur l'aubergiste. Monsieur, votre hache a disparu, il y a un meurtre. Eh oui, mais c'est le cavalier sans tête qui s'en est emparé. Enfin, vous voyez, tous ces rouages-là, c'est hyper intéressant quand vous pouvez les emboîter, soit dans votre construction au départ, vous vous dites que ce serait intéressant qu'il y ait ces petits enjeux-là, soit entre les scénarios et les parties que vous allez jouer, essayez de relever ces petits fusils de Tchekhov là, qui sont venus là par hasard pour leur donner un sens dans l'histoire, et je peux vous assurer qu'à la fin, les joueurs, ils feront « Ah ouais, ah ouais, v'là l'histoire, quoi ». V'là l'histoire qu'on s'est racontée à table, quoi, c'est dingue. Donc, voilà, soyez attentifs à ça. Concernant la létalité des joueurs, enfin des personnages des joueurs, hein, soyons précis, eh bien, quid de ce sujet-là, notamment lorsque l'on joue tel que je le considère moi, de manière ouverte, c'est-à-dire en risquant effectivement que les personnages, au hasard d'un jet de dés, alors en général il n'en faut pas qu'un, hein, on va nuancer, passent l'arme à gauche. Alors d'ores et déjà, comme je viens juste de le dire, dans beaucoup de jeux de rôle, finalement, mourir n'est pas chose aisée, déjà. Même si on flirte avec la mort, il n'est pas forcément si évident que ça dans beaucoup de jeux de rôle de tuer un personnage, ou alors, quand c'est le cas, je prends notamment l'exemple de Dungeon Crawl classique, c'est que ça fait partie intégrante de l'univers quelque part, hein, et que c'est que ça raconte quelque chose aussi de cet univers-là et des histoires que l'on y vit. Eh bien, c'est pas grave, je vous dirais. Ce qui est grave, c'est quand celle-ci, on ne lui réserve pas un sort, c'est-à-dire que si effectivement une mort est anodine, bon, alors cela dit, ça peut être marrant aussi, cela dit. Vous voyez, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en tout cas, il est important que ça ait une signification dans l'histoire. Pensez au fusil de Tchekhov, c'est-à-dire, voilà, il faut que cette mort-là raconte quelque chose dans l'histoire, et si elle intervient, eh bien, c'est pas très grave. Le personnage peut tout à fait, enfin, le joueur peut tout à fait se mettre à côté, préparer un nouveau personnage, et puis on essaiera peut-être à l'occasion d'une pause, on peut en faire pendant la partie, peut-être de le réintégrer, ou alors ce sera peut-être à la fois prochaine, bon. Le fait est aussi que dans la préparation de ces scénarios, il s'agit peut-être aussi d'essayer d'être mesuré dans les menaces que l'on met en place, de manière à éviter que ça n'arrive. Mais si ça arrive, encore une fois, ce n'est pas très grave, et c'est peut-être même un cadeau. Ce conseil-là, ou cette observation, parce que finalement c'est un peu aussi des observations, presque plus que des conseils, en tout cas peu importe, on s'en empare comme on veut, ouvre sur autre chose, de manière assez logique, c'est la notion d'équilibre en jeu de rôle. On entend assez régulièrement, attention, il faut veiller à l'équilibrage des parties, des jeux de rôle même, je dirais, s'enorgueillissent ou en font un sujet, et véritablement une règle que l'équilibrage dans le jeu de rôle, dans les rencontres que l'on va avoir. Alors là, pour moi, je trouve ça bien triste. L'équilibrage, on s'en tape, mais alors de manière royale, et je vous dirais même, pour ma part, il est à bannir cet équilibre-là. Prenons l'histoire de David contre Goliath, si on met en place un équilibrage, l'histoire, on la raconte pas. Luke Skywalker versus Dark Vador, c'est pas équilibré, bon, on va pas raconter ça alors, on va pas le jouer, on va pas le créer. Mais évidemment que oui, l'équilibrage, ça n'a aucun sens. À vaincre sans péril, hein, vous connaissez la suite. Donc l'équilibrage, c'est idiot. L'équilibrage, c'est considérer que des oppositions se règlent uniquement dans un combat où on va opposer deux matrices à jet de dés, deux matrices à hasard, qui vont se contenter de jeter les dés alternativement et de temps en temps activer des bonus passifs ou actifs, et on verra où tout ça nous mène statistiquement.
mais c'est triste à mourir. C'est tout ce statistique. Votre histoire n'est pas affaire de statistiques. Elle ne doit pas l'être. Et justement, s'ils sont confrontés à de grands périls, eh bien c'est là qu'ils devront mettre en place des trésors d'ingéniosité pour surpasser ce péril-là. Et c'est ce qui fait les grandes et belles histoires. C'est évidemment ce déséquilibre-là. Un méchant qui est moins fort qu'un gentil, ça n'intéresse personne. Ouais, bon. Excusez-moi, je suis un peu véhément sur le sujet, mais l'équilibrage, poubelle. Équilibrage, ouais, mais t'es gentil, mon frérot, mais comment je fais, moi, si j'abandonne l'équilibrage pour éviter que mes joueurs n'aillent à l'abattoir? Eh bien, je vais te dire, tout est lié, c'est dingue. On s'en fiche de l'équilibrage, c'est un fait. Alors comment je fais? Eh bien, c'est pas un problème, parce qu'évidemment, ça va obliger aux joueurs et aux personnages à se mettre dans des dispositions qui leur permettent de surmonter les obstacles, le mal qui leur est opposé, de manière plus intelligente, d'essayer de réunir ou de mettre en place des choses dans l'histoire, et c'est le propre de ce que l'on va raconter, pour pouvoir dépasser ce mal qui, au départ, les aurait réduits à néant. Hein, prenez Zelda, le jeu vidéo. Évidemment que notre pauvre Link n'est pas de taille à affronter le mal qu'il a en face de lui, si ce n'est à accomplir des choses particulières ou à toucher des points sensibles du boss pour pouvoir le battre, etc. Points sensibles qu'il aura peut-être découvert lors d'une quête. Enfin, vous voyez quoi. Prenez Legend, superbe film d'Heroic Fantasy, bon, un peu vieux maintenant, hein, si vous avez moins de 40 ans, je pense que vous ne pourrez pas connaître, mais allez voir, c'est superbe. On a donc un héros qui va affronter Darkness, l'incarnation du mal. Ben, si notre héros effectivement allait s'opposer à Darkness, voilà, je dirais d'égal à égal, hein, on les enferme, on les met sur un ring et on leur dit bon voilà les gars, ding ding, allez pif, que le meilleur gagne. Évidemment que c'est plié, mais le but c'est pas ça. L'histoire va nous raconter par quel procédé ingénieux ils vont, parce que c'est un groupe, tenter d'affaiblir Darkness pour pouvoir après le vaincre, voilà. Affronter le dragon, évidemment qu'affronter le dragon, vous partez à votre perte, mais si, avant d'affronter le dragon, vous savez que l'une de ses écailles a été enlevée par un héros d'antan et qu'à cet endroit-là, eh bien, la peau de dragon est fragile et que si vous touchez spécifiquement là, je vais y arriver, vous parviendrez peut-être à haussir le dragon, mais c'est tout autre chose qui se raconte de beaucoup plus intéressant que de simplement opposer deux systèmes statistiques qui vont générer des actifs et des passifs de aléatoires et statistiquement on verra qu'est-ce qui sort de tout ça. Donc évidemment l'équilibrage qui est vanté par tant de jeux, etc., jetez-le à la poubelle. Rien ne se raconte d'intéressant avec des rencontres équilibrées. L'épique n'est pas dans l'équilibre, d'accord? Voilà, je suis un peu insistant, mais voilà. Voilà en tout cas ce que je pense sur ce sujet-là. Donc l'équilibrage, on s'en fout. Construisez des histoires, que les joueurs fassent le nécessaire pour trouver les points faibles, pour rassembler les éléments nécessaires, pour pouvoir développer les avantages nécessaires pour dépasser ce mal que normalement ils ne pourraient pas vaincre autrement. Autre conseil fondamental, à stabiloter en rouge. D'ailleurs, tous les conseils que je vous donne, ils sont à stabiloter en rouge, qu'on soit clair. Stabiloter en rouge, la notion de choix, mais de vrai choix. Il faut que, en tant que MJ, vous soyez garant du fait que les joueurs aient des vraies alternatives, puissent prendre de vraies alternatives, et que les alternatives choisies, eh bien, vous plongiez avec eux dans ces alternatives-là, dans ce qu'elles vont donner, dans ce qu'elles vont raconter, et des conséquences qu'elles vont provoquer dans l'histoire. Face à un danger, les joueurs doivent avoir le choix de peut-être l'affronter, de le contourner, de trouver une solution intelligente, de le dépasser. C'est ça la notion de vrai choix, et plus c'est inattendu, plus les joueurs sentiront que c'est inattendu de la part du MJ, plus ils auront de la satisfaction que de l'avoir contourné. Et c'est véritablement là que l'implication des joueurs va se faire. Vos joueurs vont être impliqués dans les histoires qui vont se raconter, dont vous allez proposer la mise en situation, et non pas raconter, puisque l'histoire se raconte ensemble, ne l'oublions pas, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils vont être impliqués à l'intérieur d'entre elles, l'intérieur de ces histoires-là, puisque la notion de choix sera véritable. Et là, ils auront l'impression d'être dans un univers dans lequel leurs choix, leurs décisions, leurs échecs, leurs réussites dessinent les contours de ce qui se raconte derrière, de ce que cet univers devient. Et ça, c'est vraiment capital. Pourquoi des fois on voit certains joueurs un peu lâcher les wagons, ne plus être trop intéressés par l'histoire ou se laisser bercer par elle, c'est tout simplement parce qu'ils ont la sensation, parfois inconsciente, que cette histoire, malgré leur intervention, va continuer de se dérouler. Que leurs personnages, malgré leurs interventions,
vivra jusqu'au bout cette histoire-là, que cette histoire-là sera couronnée de succès, que quels que soient les choix qu'ils vont opérer, de toute façon, cette histoire mènera à la même conclusion. S'ils ont cette sensation-là, et que vous arrivez à les départir de cette sensation par ce que vous allez mettre à table, je peux vous assurer, ce que vous allez proposer, la manière dont vous allez conduire les parties, je peux vous assurer que les joueurs seront impliqués. Et l'implication de vos joueurs tient beaucoup plus aux choix et aux conséquences que cela produit qu'à vos qualités de narrateur ou de comédien ou d'acteur, ça je vous le garantis. Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas nécessairement vos talents d'orateur, de comédien qui vont faire que les joueurs vont être embarqués dans vos histoires. Vous pouvez tout à fait avoir des personnages très forts sans nécessairement leur prêter une tonalité, imiter une voix particulière, une gestuelle ou autre, tout simplement parce que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec cela. Si vous l'êtes, tant mieux. En fait, il s'agit d'explorer pour vous, joueurs comme meneurs, les terrains sur lesquels vous êtes à l'aise. Sur d'autres, si ce que vous proposez est un peu cheap, n'est pas à la hauteur, n'est pas convaincant, eh bien n'explorez pas cela. Dites-vous bien que de toute façon, la force de ce que vous proposez ne réside pas là. Prenez un livre. Un livre, il vous est décrit, raconté comment un univers évolue, comment les personnages réagissent, comment ils s'expriment. Pour autant, ces personnages-là, il n'y a pas un comédien qui saute du bouquin pour vous les interpréter avec grandiloquence. Loin de là. Est-ce qu'ils en sont pour autant moins forts? Est-ce que les histoires sont moins fortes? Non. Je prends l'exemple d'une négociation avec un marchand, vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de jouer ce marchand-là, eh bien le marchand peut être tout aussi fort, peut avoir autant de relief, et peut-être même plus, à partir du moment où vous décrivez sa réaction, ça marche aussi. Le marchand reste insensible à tes tentatives de négociation, si tu veux cette dague, il te faudra la payer au prix fort. Ça suffit pour garder une couleur à cette histoire, ça suffit pour raconter cette scène, ça suffit même peut-être de manière générale pour éviter de tomber dans un roleplay d'inette de négociation de DAC qui n'aurait pas de sens, rappelez-vous les conseils précédents, donc gardez cela à l'esprit. Il vaut mieux une bonne description, quelque chose de précis, imagé, avec un vocabulaire choisi, que des effets de manche ou de l'interprétation pour faire vivre tout cela. Vous devez avoir de temps à autre une lumière, la côté gauche, là, qui pop pas, tantôt c'est blanc, tantôt c'est pas blanc, bon, c'est un peu cheapos, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est fait comme ça. Le plus important, c'est les conseils. Conseils à l'attention des joueurs, là, pour le coup, plus spécifiquement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du meneur, mais parlons un peu côté joueur. Alors, conseils, enfin, plutôt idée reçue. Oui, le jeu de rôle, c'est la liberté. Faux, mon ami, archi faux. C'est pas complètement la liberté, et tant mieux que ça ne le soit pas. Petit conseil à l'attention des joueurs, avoir incarné un personnage, ce n'est pas être libre de tout ce que l'on fait. Alors attention, je vais mesurer mon propos. Non pas que vous puissiez faire, non pas que vous ne puissiez pas faire ce que vous souhaitez faire. C'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais je grossis le trait un petit peu, c'est qu'un personnage, il est comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il a des interdits, il a des limites par rapport à sa morale, par rapport aux choses auxquelles il croit, par rapport à son tempérament, à risquer des choses ou à ne pas les risquer, par rapport à son physique aussi, tout simplement. Donc la liberté, elle n'est pas véritablement totale. Vous avez une partition, un rôle à incarner, un personnage à jouer avec ses forces et ses faiblesses. Et ce qui va être intéressant, ce n'est pas de se servir de ce personnage comme d'un creuset pour faire tout et n'importe quoi, auquel cas votre personnage ne serait pas crédible, d'accord, mais tout simplement pour incarner justement un personnage avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est un cadeau que de jouer ça, plutôt que de jouer la liberté totale. Croyez-moi, c'est là que votre personnage devient palpable, parce qu'il est comme tout un chacun avec des forces et des faiblesses, et c'est ça qui va le rendre crédible et attachant. Qu'il soit gentil ou méchant, on a tous des forces et des faiblesses, et c'est bien souvent quand on identifie, je vais y arriver, chez un méchant, des choses qui sont communes, des choses avec lesquelles on peut se retrouver, comme l'amour d'un père pour son fils, comme un passé douloureux ou autre. À partir du moment où on a les clés de compréhension d'un personnage, de ce pourquoi il est méchant, et rarement un personnage est méchant juste pour être méchant, auquel cas ce serait bien fade, la plupart des méchants intéressants le sont tout simplement parce qu'il y a une réelle motivation à cela. Et bien pensez à cela pour vos joueurs. Qu'est-ce qui les motive, mais aussi quelles sont leurs faiblesses, et incarner les faiblesses d'un personnage, c'est beaucoup plus intéressant que de jouir d'une liberté totale, croyez-moi.
décrivez le danger en dernier, c'est important, parce que si vous commencez à décrire le danger, eh bien vos joueurs vont être happés par le danger et ne plus écouter le reste. Donc il est important, lorsqu'ils arrivent dans un environnement et qu'il y a un danger à l'intérieur, de commencer d'abord à décrire l'environnement pour après faire survenir le danger. Déjà, ça permet de garder l'attention de vos joueurs jusqu'à ce moment-là, et ça crée véritablement un climax. Ils arrivent dans une grotte, une caverne de noirs cristaux, avec un lac sur le côté, duquel émane par les abysses une superbe lueur bleutée, des reflets dorés sur la roche saillante, parce qu'il y a un tas d'or, et sur ce tas d'or, un dragon. Paf, le dragon, il est à la fin. Vous voyez, bon, c'est un peu schématique ce que je vous dis là, mais l'idée est là, le danger à la fin, de manière à capter l'attention des joueurs. Ne tombez pas dans ce que j'appelle le syndrome du magasin de porcelaine. On a parfois des jeux de rôle avec des univers tellement riches, tellement denses, souvent trop, à mon sens, qui font que eh bien, ça paralyse le meneur, puisqu'il y a tellement de personnages, de lieux, de choses qui semblent être importantes, établies, en force en présence, qui semblent figées, que l'on a peur, finalement, d'y porter atteinte. En fait, le jouer est trop compliqué qu'on a peur de jouer avec. Bon. Eh bien, ça, il faut essayer de le chasser, parce qu'après tout, dites-vous bien que l'univers couché sur papier a beau être riche, dense, etc., ce qui compte, c'est ce que vous allez en exprimer à table, c'est qu'est-ce qui va se raconter à table de cet univers-là. Et finalement, cet univers-là n'existera qu'à travers ce qui sera vocalisé, ce qui sera joué, ce qui émergera de la table. C'est ça qui va exister de l'univers. Donc, eh bien, soyez l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui s'en fout complètement de la porcelaine, qui joue avec et qui avance, parce que sinon vous risquez de brider votre créativité, de brider votre interprétation, et surtout de ne pas oser et d'être très limité dans, je dirais parfois, la nécessité d'improviser, parce que vous aurez toujours en tête est-ce que cette improvisation ne risque pas d'aller trop loin, d'aller trop fort, de mettre en péril trop de choses, d'engager trop d'éléments importants pour je ne la joue. Et paf, vous vous paralysez, vous vous figez. Le mieux encore étant peut-être, pour s'y habituer en tout cas, de peut-être, je dirais, se consacrer à des univers dont le background, je dirais, est suffisamment léger, dont les univers sont suffisamment légers pour vous permettre, vous, de prendre votre place. Les tables aléatoires, vaste sujet, ça mériterait peut-être et sûrement même une vidéo à part entière, et je ne me priverai pas de le faire, si j'estime que c'est nécessaire, sur n'importe lequel des points et des conseils que je viens d'évoquer ici, mais on entend souvent dire, si tu sais pas trop quoi faire, jette les dés sur la table aléatoire et tu verras ce qui se passe. Eh bien, je dis oui. Et je dirais même plus, si tu sais trop quoi faire, utilise une table aléatoire. Vous allez comprendre ce que je dis. L'intérêt d'une table aléatoire, c'est qu'elle va créer des situations d'une fraîcheur unique, notamment lorsque vous allez combiner plusieurs résultats. Et ça va vous obliger, vous, en tant que meneur, à sortir de votre zone de confort et à aller explorer des choses que peut-être naturellement vous n'explorez pas. D'accord ? C'est le principe de la création sous contrainte. On est parfois beaucoup plus créatif quand on nous met une contrainte que quand on ne nous en met pas. Je vais arriver à le dire. Eh bien, voilà, bénissez ces tables aléatoires. Elles sont hyper intéressantes. J'entends j'entends souvent dire, voilà, quand on est meneur confirmé, on n'a pas besoin de ça, c'est pour les débutants. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Idée à la con que de penser ça. Je dirais au contraire, même quand on est aguerri, allons dans les tables aléatoires pour sortir de notre zone de confort, pour ne pas raconter tout le temps la même histoire, pour ne pas raconter tout le temps les mêmes enjeux, pour se surprendre en tant que meneur et proposer des situations fraîches. Voilà, donc allez-y, abusez des tables aléatoires, c'est toujours hyper intéressant. De l'ordre du détail, mais finalement, le diable ne se cache-t-il pas dans les détails ? Plutôt que de dire finalement qu'est-ce que tu fais, ne devrait-on pas dire, ça marche, oui ça marche, qu'est-ce que tu comptes faire ? Parce que qu'est-ce que tu fais ? Encore faut-il que, et souvent c'est le cas, le jet de dés soit couronné de succès. Donc qu'est-ce que tu fais ? Je fais ça, le jet de dés, ça donne pas ça ne marche pas. Par contre, qu'est-ce que tu comptes faire ? Là, on reste dans le rythme de l'histoire, on reste plus cohérent, donc ça a l'air d'être du détail, mais je me rends compte, moi, dans mes parties, qu'il faudrait que j'invoque
plus souvent c'est quoi ton intention, qu'est-ce que tu comptes faire, parce que finalement, ce ne sont que des intentions et c'est autre chose qui va amener la résolution, quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Lorsque vous créez vos scénarios, ou même lorsque vous allez animer finalement une partie du commerce, peu importe, je vous invite à créer une liste de noms, de prénoms, de manière à pouvoir, sur le pouce, improviser, puisque bien souvent, vos joueurs vous demanderont « et comment s'appelle un tel, et comment s'appelle un tel », et vous allez improviser, créer des personnages sur le tard, et il est important effectivement de pouvoir leur donner un nom de manière à ce qu'on n'ait pas le sentiment qu'ils débarquent dans l'histoire comme un cheveu sur la soupe. Lorsque vous créez des personnages non joueurs, ne les construisez pas de bout en bout, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez dans la plupart des jeux de rôle des archétypes déjà tout préparés, le garde moyen, le marchand moyen, le paysan moyen, etc. Et cela suffira bien assez. Ce qui compte, c'est surtout de les distinguer dans leur caractère, peut-être leur physique, leur manière de se comporter, qu'est-ce qu'ils convoitent, voilà, comment ils s'expriment. Voilà, garder cela en tête, c'est beaucoup plus intéressant de les typer, ces personnages-là, que de véritablement créer leurs caractéristiques de bout en bout. La maîtrise des règles, c'est très important, c'est pas un sujet anodin, c'est-à-dire que ces règles-là doivent être maîtrisées en amont. On a coutume de dire, bon, les règles c'est pas très grave, on fera un truc sur le pouce, non, pas du tout. Pour moi, les règles doivent être maîtrisées autant que faire se peut, de manière à ce que ce soit fluide, cohérent en termes de partie, qu'il y ait une sorte de systématique, que quelque chose fonctionne correctement, que ce soit crédible, que l'interaction avec l'univers, on y ait du plaisir et qu'il n'y ait pas d'accroche là-dedans, que ce soit fluide. Donc n'hésitez pas à peut-être synthétiser les règles, à essayer de vous faire des fiches pour bien les retenir, ça fait partie de la préparation selon moi, et ça vous évitera de perdre du temps sur ces sujets-là et de vous consacrer véritablement sur ce qui demande déjà beaucoup d'énergie, d'animer une partie. Alors l'utilisation de plans, de figurines, tout ça, eh bien moi je dis oui, mais attention, on le dose. Je dis oui, pourquoi? Parce que ça permet effectivement de visualiser de manière certaine un espace, la position des antagonistes les uns par rapport aux autres, de mieux appréhender les PNJ, où se situent les monstres, à chaque round, comment tout ça évolue. Donc oui, je suis plutôt pour, même très pour. Alors moi, je le fais assez peu en actual play parce que ça demande de bouger, de faire des manipulations et tout ça en caméra ne passerait pas. Mais si j'étais pas en actual play, c'est quelque chose que j'invoquerais assez facilement parce que je trouve que ça permet, c'est pas à l'encontre du théâtre de l'esprit, au contraire, ça permet véritablement d'être cohérent dans ce qui se passe et ce qui se raconte. Par contre, attention à ne pas tomber dans le piège de je me cache derrière ma map d'exploration, on avance nos petits bonhommes avec leur cône de vision, tout ça. Non, ça c'est à fuir absolument. C'est anti-rythme au possible. Je trouve que ça casse complètement l'immersion. En plus, des fois, les cartes sont pas forcément jolies, c'est pas forcément bien fait, c'est visuellement pas chatoyant. Bon, tout ça c'est à bannir. Par contre, quelque chose de symbolisé sur un tableau blanc, on va utiliser des dés pour représenter des figurines, tout ça, enfin tout me va, tout ce qui permet de situer un espace et des interactions, évidemment oui, je trouve que c'est un plus. L'utilisation de la musique en jeu de rôle, alors oui, 1000 fois oui, plus d'ailleurs la musique que les effets sonores, je trouve. Après, alors je le fais assez peu en actual play parce que c'est évidemment il y a des problèmes de droit et tout ça, et puis c'est un peu compliqué niveau technique de pouvoir gérer ça. J'aimerais pouvoir le faire. Je vais essayer d'ailleurs de pouvoir le faire, pour être tout à fait sincère avec vous. Mais la musique en partie de jeu de rôle, oui, faites-vous plaisir. Alors évitez les thèmes qui sont trop marqués sur des univers précis, c'est-à-dire voilà, des thèmes qui sont immédiatement reconnaissables et tellement associés à un univers en particulier ou un film que vous risquez en fait de sortir vos joueurs de l'immersion de l'univers que vous êtes en train de développer ensemble pour les plonger dans l'univers du film dont vous prenez la musique, hein, parce que des fois, la musique est tellement forte, l'identité d'un morceau est tellement forte, donc il faut aller chercher dans les BO de films peut-être les plages un peu moins connues, voilà, ou des BO d'autres albums, peu importe, mais oui, 1000 fois oui, utilisez la musique, c'est hyper intéressant. Par contre, il est important que celle-ci puisse être sur un rythme alors suffisamment, avec peu de variations pour être dans la même couleur que ce que vous êtes en train de jouer. Et moi, bien souvent, quand je préparais mes musiques, je les mettais de côté et je mettais des mots-clés du type tension,
combat, exploration, inquiétant, voilà, parce que je savais que ces musiques-là véhiculaient cette ambiance-là de manière assez homogène tout du long de la piste. Là où c'est plus délicat, c'est quand vous avez des musiques qui partent sur des envolées au cours du morceau, où là, ça peut être très intéressant si vous maîtrisez par ailleurs le rythme de cette musique-là, vous savez quand ça part en envolée, et que votre narration, vous la calquez sur ça. Là, c'est banger, évidemment, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. J'ai réussi à le faire quelques fois. Voilà. Bon, vous ne le verrez pas parce que en actual play, je peux pas faire ça, mais je suis assez fier de l'avoir fait, et c'est vrai que ça marche fort. Et voilà, mais à tout le moins, effectivement, des nappes de musique, c'est génial, ça sert votre propos, ça rajoute une couche supplémentaire, et ça permet aussi de jouer. C'est-à-dire qu'il est parfois intéressant d'invoquer et d'utiliser des musiques qui sont un petit peu à contre-pied de l'ambiance que vous êtes en train de proposer, et là, ça donne une couleur hyper intéressante. Pensez à Cowboy Bebop, par exemple, un space opéra avec des musiques blues jazzy derrière. Vous voyez, ça a une saveur particulière. Donc il y a pas mal aussi de choses et de codes qu'on peut venir un peu casser avec la musique pour donner une saveur particulière à ce que vous êtes en train de raconter. Prenez des notes en cours de partie, c'est un peu mon défaut, c'est vrai, j'essaye d'être tellement plongé dans l'interaction que des fois j'en oublie, je l'oublie, mais c'est important de prendre des notes en cours de partie, en fin de partie aussi, parce qu'il a émergé des choses, il s'est raconté des choses ont été improvisées, prenez-en note, parce que sinon vous allez oublier tout cela, et c'est hyper important que de le garder pour pouvoir, quand vous allez démarrer votre prochaine session, démarrer sur des bases solides, que les joueurs aient véritablement l'impression que ce qui s'est joué n'a pas été anodin, d'accord? C'est ce qui donne de la force à vos récits, donc prenez des notes. Ah là là, catastrophe, les joueurs ont raté l'indice, et sans cet indice, ils ne peuvent pas remonter la piste du suspect, et c'est foutu. Alors déjà, on va revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, s'ils ne retrouvent pas le suspect, c'est pas grave, ça raconte quelque chose. Hein. Pensez à Usual Suspect, par exemple. Si vous n'avez pas vu ce film, superbe. Première chose. Autre chose aussi, c'est que on va oublier, je pense, maintenant, le côté, tiens, tu cherches un indice à cet endroit-là, sous le lit, jette-moi jet de dés, ah, raté, bon, il n'a pas découvert l'indice sous le lit. Non, s'il y a un indice sous le lit, et que le personnage vous dit qu'il cherche sous le lit, vous lui donnez l'indice, tout simplement. Et enfin, ne pensez pas tant en termes d'indices que quelle information mes joueurs doivent découvrir et comment ils peuvent découvrir cette information-là. Apprendre qu'un suspect s'est rendu à un endroit peut se faire de plusieurs manières. Le témoignage d'une personne ou d'une autre, une vidéo de surveillance. Il a ramené quelque chose de cet endroit-là. On a retrouvé une trace ADN de lui à cet endroit-là. On retrouve dans les affaires, je sais pas moi, la carte du restaurant dans lequel il s'est rendu. Vous voyez, on a plusieurs manières. Son nom est apparu dans le registre des invités, peu importe. Pensez surtout à partir du moment où, un indice est à récolter, c'est pas un indice véritablement sur lequel vous devez vous concentrer, c'est sur une information. Comment cette information peut être récoltée. Et préparez-en plusieurs de manière à ce que si cet indice-là est raté, un autre permettra de remonter de toute façon la piste et de continuer l'aventure. Donc voilà, et ne pensez pas en termes de cet indice-là est incontournable. Non, c'est les informations qui doivent être récoltées, et ces informations-là peuvent être obtenues par plusieurs méthodes, et c'est ce qui rend les choses intéressantes, et c'est ce qui va faire aussi que vos joueurs, dans votre scénario d'enquête, vont se dire « Ah, mais je m'y crois véritablement, parce que cette information-là, je l'ai obtenue en allant discuter avec un personnage, et je suis sûr que le MJ ne pouvait pas prévoir cela. » Ben si, le MJ l'a prévu parce que lui, il n'a pas cherché à créer des indices, il a tout simplement créé dans son esprit un mode opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire quels sont les événements? Lui sait comment s'est déroulé le meurtre, il sait comment l'idée a germé, pourquoi ce meurtre a eu lieu, par où le personnage est passé pour récupérer les objets pour faire ce meurtre, qui sont les complices, comment il a procédé, comment il s'est échappé, tout ça, meneur, c'est ça que vous devez construire. Les indices, en fait, ils découleront de la manière dont les joueurs vont s'emparer de cette histoire et essayer de résoudre ce mystère. C'est surtout comme cela qu'il faut raisonner plutôt qu'en termes de pièces à conviction à proprement parler. Là où va se tenir votre partie, le lieu dans lequel vous allez jouer,
jouer. Le fait d'être un petit peu isolé, l'éclairage, l'ambiance sonore qui règne, le calme, tout cela est important. Selon certains jeux de rôle, ça va même être capital. On n'espérait pas avoir des sensations d'épouvante en jouant à 3 heures de l'après-midi avec des gâteaux secs au bord de la piscine. Non, ça va être effectivement, pour certains jeux de rôle en particulier, capital que d'avoir, je dirais, des conditions propices pour explorer ces thèmes-là. Ce qui va être commun, je pense, à tous les univers, c'est véritablement d'être au calme, d'être entre vous. Voilà, ne négligez pas cela parce que ça participe pour beaucoup à l'ambiance aussi d'une partie. La durée d'une partie, il n'y a pas forcément de durée idéale de partie, mais je vous dirais, pensez à aménager votre énergie. Déjà, important de faire des pauses, pauses techniques, voilà, pour se ressourcer un petit peu. Elles peuvent intervenir d'ailleurs à des moments de cliffhanger, c'est même souhaitable, c'est idéal. Ça permet de garder l'attention. Et même si on se sent l'énergie de faire des parties de 4-5 heures, voire plus, attention, parce que à trop reproduire ça, vous allez vous fatiguer et puis on le paye le lendemain. Quand on avance dans l'âge, voilà, on joue souvent le soir, le temps qu'on rentre chez soi, si on se couche un peu tard, on va se dire super, je me suis éclaté, sauf que si on reproduit ça assez souvent, ça va peut-être indirectement peser et un peu alourdir la motivation que l'on peut avoir à revenir en partie. Donc à la limite, vaut peut-être mieux jouer un peu plus souvent, mais sur un temps plus court. Je trouve que ce sera peut-être plus intéressant, moins fatigant au quotidien, et on aura peut-être plus volontiers l'idée d'y retourner. On va parler de niveau de lecture, de méta-jeu en quelque sorte. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais le fait que les joueurs entre eux, je dirais, s'accordent des moments de respiration dans lesquels tout simplement ils vont être dans le commentaire de ce qui se passe à table, créer de la complicité entre eux finalement à un niveau méta, c'est-à-dire entre joueurs et non pas entre PNJ, ça n'est pas à chasser de vos tables. À mon avis, pas du tout. En fait, ça crée de la complicité, ça crée de la cohésion, cela montre que ils éprouvent du plaisir. Ils sont en train de se dire l'un à l'autre, je kiffe ce qui est en train de se passer. Et c'est intéressant à la manière de quand vous regardez un film avec des potes. Vous avez souvent ce niveau-là de lecture où vous êtes dans le commentaire de ce qui se passe à l'écran. Eh bien, c'est pas inintéressant que vous ayez tous ces niveaux de lecture, c'est-à-dire que vos personnages soient incarnés par les joueurs au jeu, qu'ils soient incarnés par les joueurs au heal, mon personnage fait cela, et que les joueurs, je veux dire, soient eux-mêmes spectateurs de leur personnage et dans le commentaire de ce qui se passe. Voilà, ce méta-jeu, moi je le chasse pas, je vous dirais même, je le cultive un petit peu, j'adore parce que je pense que quand vous avez affaire à une table intelligente et que les joueurs comprennent, ils arrivent à investir ce méta-jeu, à en sortir, et c'est très intéressant puisque ce mouvement-là, ça crée de l'énergie, ça crée du relief, donc moi, je l'invite à mes tables à partir du moment où il est bien dosé, c'est hyper intéressant, voilà, surtout pas s'interdire de commenter, de rire, de créer de la complicité entre joueurs sur ce qui se passe, de rire d'une situation grotesque que vit un personnage. Évidemment, c'est aussi pour ça qu'on est en partie de jeu de rôle. Dernier conseil, il pourrait y en avoir bien d'autres, évidemment, mais voilà, on fera d'autres vidéos. La communication. Le retour de partie. Voilà. Important que de communiquer objectivement sur le retour de partie. Pour cela, je dirais, il faut avoir des joueurs avec qui on est suffisamment en confiance pour se dire véritablement les choses, pour véritablement pointer ce qui marche, mais aussi et surtout ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut aller chercher. Alors c'est pas forcément facile, parce qu'il y a peu de gens avec qui on peut se permettre cette liberté-là, parce que ça demande déjà pour soi de ne pas avoir un ego mal placé, ça demande une certaine honnêteté, une franchise, voilà, dans les rapports que l'on peut entretenir. Donc voilà, c'est pas forcément facile à convoquer, je dirais, mais c'est très important pour, je dirais, le pousser. On peut même un peu le formaliser en disant voilà, on s'oblige à citer quelque chose qui fonctionne, mais on s'oblige aussi à citer quelque chose que l'on peut améliorer. Voilà, plutôt que de parler de choses qui ne fonctionnent pas, si on veut y aller avec des pincettes, on peut parler de choses que l'on peut améliorer. Et si, comme moi, vous êtes très à l'aise avec vos potos, à la fin, c'est dire bon, les frérots, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, qu'est-ce qu'il y a eu de pas bien, qu'est-ce qu'il y a eu de nulos, quoi, et qui vous disent bah là, Zo, ça franchement c'est pas top, ça c'est bien, ça c'est super, ça je pense qu'on peut aller gratter, voilà. Hyper intéressant, voilà, que de prendre ça en note, de le noter vraiment formellement, et d'essayer dans vos prochaines parties, avant d'attaquer la suite de la partie, de relire cet élément-là, de lire, tiens, voilà, ça, on en a parlé à la dernière partie, ça, c'est à améliorer. Eh bien, je vais essayer de l'améliorer. Et c'est finalement comme ça, en étant un peu en conscience, parce que si on se contente finalement
si on ne fait pas de retour, si on ne fait pas ce chemin-là, eh bien on va être tenté de reproduire un petit peu les mêmes choses et pas se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, alors qu'en faisant cela, finalement, vous n'êtes pas dans une reproduction passive, et même si vous allez peut-être jouer moins, peu importe, le fait que vous soyez attentif à ce qui est à corriger, à ce que vous pouvez améliorer, vous allez faire beaucoup plus de progrès que voilà, des gens qui enchaînent les parties sans se remettre un peu en question, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo conseil, astuces, observations, il y a eu un peu tout finalement là-dedans, vous servira, que vous allez passer de bonnes vacances, pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'en ont pas, eh ben, tant pis pour vous. Essayez quand même de profiter, de vous reposer. Moi, j'essaye de vous retrouver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus régulièrement. J'ai un rythme maintenant qui va me permettre de revenir sur des publications un petit peu plus régulières. En attendant, je vous souhaite de belles parties, de belles vacances, et à bientôt.